Les gars, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis. Et c'est conforme à ce qu'on attendait, au consensus qui a été donné. Donc l'inflation qui a ralenti à un taux annuel de 3,1% en novembre. Et donc c'est ce qui était pressenti. On attendait, les estimations attendaient oui, 3,1%. Et donc il y avait quand même des prévisions de 3,2%. Donc c'est légèrement en dessous des prévisions. Et c'est, on va dire, conforme aux attentes. Donc 3,1, vous voyez ici, ça continue. On est dans une phase descendante. Hein. Vous voyez là? Donc ça continue à descendre, mais voilà, c'est pas... Peut-être on espérait quand même un peu moins, mais finalement, bon, ce qui veut dire que certainement dans le discours de Powell demain, donc le discours de la Fed, certainement que Powell va avoir un discours assez, assez ferme. Donc on verra ça. Mais l'inflation qui s'en tient aux prévisions et qui est conforme aux attentes. Donc ici, vous avez vu hein, le forecast, donc ce qui était attendu, 3,1% et le actuel, donc ce qu'on a eu 3,1%, donc ça n'a pas changé. Et on donnait comme prévision un peu plus, 3,2%. Donc voilà, on est quand même en dessous des prévisions, donc pas de panique. Et je pense que pour moi, dans la décision des taux qu'il va y avoir demain, on devrait, la Fed devrait maintenir ses taux au même niveau et ne pas voilà, jouer à les augmenter ou les baisser. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise. Maintenant, même dans le discours de Powell, je pense que les marchés n'auront pas trop de volatilité. Tout le monde s'attend à ce que Powell soit ferme parce que l'inflation n'est pas vraiment descendue là, quand on regarde les résultats. Donc, on va avoir un discours ferme demain et avec des taux d'intérêt certainement qui vont rester inchangés. Donc voilà, l'inflation 3,1% donc, et elle est conforme à ce qui était attendu. Donc ça, c'est parfait. Ici, vous avez les résultats. Donc, ce qui est dit, c'est que des chiffres toujours trop élevés au vu des objectifs de la Fed, Powell devrait faire preuve de fermeté demain. Donc, attendez-vous à un discours hawkish de la part du président de la Réserve fédérale. Et normalement, ça ne plaît pas trop au marché. Donc, quand il est agressif, ça renforce le dollar et ça fait chuter la bourse, les cryptos, l'or, tout ça, les devises, voilà, etc. Donc, on verra. Mais vous êtes à peu près fixé sur ce qu'il devrait avoir comme demain, qui sera la journée la plus importante. Donc, le rebond justement de l'inflation CPI, parce que même si ça a baissé, ça rebondit légèrement par rapport au mois de l'année, le mois passé là. Et en fait, ça éloigne le narratif du pivot de la Fed. Donc, les marchés, les investisseurs attendent que la Fed penche sur une baisse des taux, c'est-à-dire qu'elle recommence à baisser ses taux d'intérêt pour un peu, on va dire, mettre moins de pression sur les marchés. Et on va dire apaiser les marchés. En baissant les taux d'intérêt, ça donnerait plus de croissance. Ça amènerait plus de croissance pour l'économie. Et les marchés, les investisseurs, les acteurs sur la bourse aimeraient voir cela. Mais le fait que les résultats qui sont tombés montrent une inflation qui est toujours quand même, qui reste un peu élevée et qui n'est pas encore arrivée à l'objectif des 2%, donc on est à 3,1, eh bien, ça fait que le narratif du pivot de la Fed, donc que la Fed rebaisserait les taux, n'est pas pour arriver tout de suite. Je pense que la Fed va au moins maintenir ses taux, si ce n'est les relever, mais au moins les maintenir pendant peut-être encore 2-3 mois. Et en fait, attention à ça, parce que plus les taux vont rester maintenus, et plus ça risque de vraiment faire, de casser la croissance, et de vraiment faire ralentir l'économie. Et au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite, et d'ici quelques mois, d'ici le début de l'année 2024, peut-être février, mars, là, peut-être que les marchés vont vraiment tomber en récession et vraiment ralentir. Et là, c'est pas bon pour la bourse, tout ça. Donc, il faudra faire vraiment attention par rapport à ça. Donc, il faudra surveiller ça. Mais pour le moment, les investisseurs regardent si la Fed va simplement augmenter ses taux. Donc, si elle les maintient et si elle a un discours qui est conforme, les marchés devraient apprécier et continuer à monter. Mais pour plus très longtemps. Parce qu'à force d'avoir les taux comme ça assez élevés, ça peut finir par casser l'économie. Donc, il faudra surveiller ça en tout cas. Donc les actions justement américaines, on peut changer mardi, alors que le rallye s'arrête avant la décision importante de la Réserve fédérale sur les taux. Donc le marché est sur la prudence, bien sûr. On a eu les résultats aujourd'hui, 3,1% d'inflation. C'est pas décevant, mais on espérait moins. Donc prudence, maintenant on va attendre les résultats, la décision sur les taux demain. Et donc les marchés devraient rester volatiles et tanguer un peu, monter, baisser. Et sur une grande prudence par rapport au discours surtout. Pour la décision des taux,
on devrait avoir des taux maintenus, mais le discours qui va s'en suivre peut impacter les marchés. Si Powell a un ton plutôt agressif, wawkish ou trop wawkish, les marchés pourraient corriger. Et bien sûr, et vice-versa. Si Powell a un discours plutôt positif et qui parle même de baisse des taux à venir, de choses comme ça, alors là, les marchés vont vraiment apprécier et vont monter. Mais ce n'est pas trop ce qui est attendu. On s'attend surtout à un discours ferme. Donc plutôt à une baisse des marchés. Donc la prudence est de mise pour les investisseurs. Et donc la Chine s'engage à stimuler la demande intérieure. Donc là, on bascule sur l'Asie. Donc il n'y a plus grand-chose au niveau des actualités américaines. À part sur la crypto, là on va revenir sur ça après. Donc la Chine s'engage à stimuler la demande intérieure en vue d'une reprise en 2024. Donc ça fait longtemps qu'on attend ça. La Chine, eux, ils ont un coup d'avance sur la politique monétaire américaine. Eux, pour la Chine, ils ont déjà augmenté les taux, ils ont déjà fait baisser leur inflation. Là, en fait, ce qu'on attend pour la Chine, maintenant, ils sont en déflation. Donc, ils ont connu la récession. Maintenant, ils ont la croissance, elle, en Chine, est tombée. Donc, ils ont cassé la croissance pour baisser l'inflation. Maintenant, eux, ils ont un souci, là, de déflation. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à relancer leur croissance. Et pour ça, eh bien sûr, il faut tricher. Il faut relancer la planche à billets, recommencer à faire imprimer de l'argent. Et voilà, tout en ayant des taux bas. C'est ce que les marchés aiment. Mais la Chine ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que ça affaiblirait le yuan face au dollar. Donc, on va dire qu'ils suspendent leur action en attendant de voir que l'économie américaine tombe en récession et que le dollar s'affaiblisse avant de s'engager dans cet acte-là. Mais pour l'instant, comme l'économie américaine tient plutôt bien, bah, le dollar est plutôt solide et c'est pas une bonne chose que le yuan s'affaiblisse trop par rapport au dollar. Donc c'est une guerre de la monnaie. C'est pour ça que la Chine tarde à relancer sa croissance, mais au bout d'un moment, elle sera obligée. Parce que la Chine, là, au niveau de l'immobilier, au niveau des banques, voilà, c'est un peu catastrophique. Et là, ils vont rester en déflation. Ils vont avoir des problèmes de relance de croissance tant qu'ils ne trichent pas, tant qu'ils ne relancent pas la planche à billets. Donc, on attend ça. Et ça, il faut anticiper. Donc, les actions chinoises, comme Alibaba, comme NIO, Speng, devraient être attractifs. Normalement, ce serait le bon moment de s'exposer à ces actions chinoises pour bénéficier de la forte explosion, de la forte croissance qui pourrait arriver. La Chine, en fait, stimule son économie avec l'ajout de nouveaux billets dans son économie. Donc, le quantitative easing, donc faudrait voir ça. Donc, on verra ça. On va surveiller la Chine. Après, lui, Xi Jinping, lui, il est en visite donc, au Vietnam pour renforcer les liens. Xi Jinping cherche à renforcer en tout cas les liens en Asie. Même avec le Japon et la Corée du Sud, on soumis aux Américains, eh ben, ils tentent quand même d'aller vers ces pays et de se montrer ouverts sans conflit, tout ça, pour essayer que ces pays se rapprochent d'elles et qu'elles se détachent des États-Unis. Donc voilà, il est en mission et là, il est au Vietnam pour l'instant. Et le Vietnam, c'est un pays intéressant parce qu'ils ont des grosses capacités pour la fabrication des puces semi-conducteurs qui y a un marché qui va représenter plusieurs milliards de dollars. Donc, la Chine sait pourquoi elle négocie avec le Vietnam, on va dire. En tout cas, l'Inde, elle, qui continue sa forte croissance et l'Inde qui dépasse Hong Kong, donc un État chinois, et devient la 7e plus grande bourse mondiale. Donc, l'Inde qui continue, en tout cas financièrement, économiquement, à s'étendre et à devenir de plus en plus puissant. Et là, ils deviennent même une grande bourse. Donc, voilà. L'Inde qui sera certainement plus tard la 3e économie mondiale et ensuite peut-être même passera première, dépassera peut-être la Chine et même les États-Unis. Mais ça, dans le futur, on verra. Ça, c'est pour le moment, on est loin de là. Pour le moment, c'est une guerre entre la Chine et les États-Unis pour la place de leadership au niveau du PIB mondial. Donc, on verra ça. On va passer aux cryptos. Les cryptos qui se reprennent aujourd'hui. Donc, on a eu une forte correction avant-hier. Hier, voilà, on était dans le rouge, tout ça. Aujourd'hui, ça se reprend. On va voir, c'est surtout le Bitcoin qu'il faut surveiller, bien sûr. Donc, on était dans les coups de 40 000 hier. Là, on est repassé au-dessus des 41 000. Et voilà, regardez, sur la semaine, on a bien chuté. Et là, ça remonte un peu là, sur la fin. Et donc, on en est là. Pour le moment, ça se stabilise. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il semblerait qu'on reste au-dessus des 40K. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Maintenant, ça peut, dans la nuit qui arrive, dans les prochains jours, repasser en dessous. On n'est pas à l'abri.
Mais voilà, de toute manière, tout ça, c'est salutaire. Tant que ça corrige, c'est des opportunités. Vous voyez, faut pas être pressé, tout ça. Si ça corrige, bah tant mieux, on accumule, on achète. Et si ça se stabilise, pareil, on peut accumuler. Voilà, si ça ensuite, il y a des grandes chances que ça reparte parce que les ETF sont tout proches d'être validés. Et donc ça, je pense que ça fera exploser les cryptos. Donc on verra. En tout cas, voilà où on en est. Donc voilà. Alors, là, j'ai activé le son, c'est pas ce que je voulais. Alors, donc voilà où on en est. On a bien corrigé. Et là, vous voyez le vert là, on remonte un petit peu là. Vous voyez? Donc, c'est parfait par rapport à ça. Et donc, quand on regarde, il se pourrait qu'on aille plus bas. Donc, si on regarde bien, si on zoome bien, ici, on est dans une sorte de range haussier là, depuis le début de l'année, hein, si on regarde depuis le début de l'année. Et là, dans ce range, il semblerait qu'on soit au haut du range. Donc là, on pourrait corriger et perdre jusqu'à 30% et revenir au niveau proche des 30K là. Donc c'est une possibilité. Donc là, avec ce chart, je préfère mettre un warning ou une alerte parce que ce scénario peut très bien arriver. Le chart est bien fait et ça pourrait... c'est un scénario qu'il faudrait envisager. Donc, prudence par rapport... Voilà, nous, on essaie de voir que les hausses, mais prudence parce que ce scénario-là peut arriver. On pourrait revenir aux 30K. Et les 30K, là, ce serait une sorte de rebond pour ensuite aller chercher bien plus haut, dépasser les 50K et aller bien plus haut. Donc, prudence par rapport à ça. C'est un scénario qui peut arriver. Maintenant, si on regarde sur le long terme, voilà, hein, vous avez plusieurs charts. Ici, attendez, ouais. Enfin, là, vous voyez hein, qu'on est passé au-dessus. Et même au niveau du RSI, il semblerait qu'on remonte au niveau du RSI en bas, là. Et là, on devrait aller bien plus haut, là. Vous voyez? On devrait aller bien plus haut. Donc, c'est de la hausse qui nous attend. Là, parce que là, quand on compare les deux tableaux, là, on a un tableau... c'était quand, ça? Je sais pas si c'était les années passées ou pas. Non, c'est la même chose, je sais pas. Ah, d'accord, là, à gauche, vous avez le Bitcoin, pardon. Et à droite, vous avez les altcoins market cap. Donc, que ce soit... En fait, là, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est... bon, j'aurais dû le montrer plus tard. Là, ça concerne les altcoins, mais je vais vous le montrer maintenant. C'est pour montrer que les altcoins pourraient faire comme le Bitcoin. Parce que là, les dernières semaines, on a eu le Bitcoin qui a traversé le rectangle rose, là. Et qui a performé avec plusieurs bougies vertes à la semaine. Et là, les altcoins sont en train de faire la même chose. Donc, en fait, ce chart, il montre que ce serait l'heure des altcoins. Vous voyez? Donc ça, je voulais vous le montrer après. Mais voilà, je vous le passe tout de suite. Donc, c'est peut-être le réveil des altcoins. Maintenant, on pourrait avoir plusieurs bougies vertes sur les altcoins. Donc, toutes les cryptos en dehors du Bitcoin. Donc, peut-être, surveiller les altcoins, c'est peut-être une opportunité sur les altcoins. Donc, voilà, j'ai déjà couvert ça. Maintenant, je voulais me concentrer d'abord sur le Bitcoin. Et en tout cas, sur le Bitcoin, vous avez, regardez, l'histoire qui se répète. Donc, ici, on est à peu près ici, là. Et bien sûr, on est venu buter sur la ligne blanche, là, comme vous le voyez ici. Et là, on va certainement un peu corriger comme les fois passées. Vous voyez, quand on était ici, on avait buté. Et ici aussi, on a buté. À chaque fois, on corrige. Après, est-ce que ici, on l'a réellement touché? Là, on voit que c'est venu s'approcher. Maintenant, peut-être qu'on va aller plus haut. Mais certainement qu'on va aux 50K ou aux 48K. Normalement, on devrait buter, corriger un peu et ensuite repartir. Donc, c'est toujours le même chemin. C'est un cycle qui se répète. Là, je ne sais pas, après, si on est vraiment venu le toucher, mais là, on a vraiment déjà corrigé. On est déjà revenu aux 40K. Donc, peut-être qu'on va repartir déjà plus haut à partir de maintenant. Donc, voilà, c'est des charts. Il ne faut pas se fier à ça, mais c'est important de voir ça. Maintenant, les bonnes nouvelles, c'est que les recherches Google, par exemple, sur le Bitcoin, ont fortement augmenté. Hein. Donc, regardez la courbe par rapport aux recherches sur le Bitcoin. Donc là, c'est en hausse. Hein. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à nouveau au Bitcoin. En tapant le Bitcoin sur Google, ça montre en fait si la tendance est sur le Bitcoin ou pas. Et là, la courbe vous montre que on est en pleine hausse. Hein. Donc, les recherches sur le Bitcoin à travers Google sont de plus en plus fortes. Vous voyez? Donc ça, c'est une bonne nouvelle et ça devrait continuer à augmenter avec le rallye qui va arriver, tout ça. Et donc aussi, d'autres bonnes nouvelles, l'élection de Donald Trump qui est apparemment très certaine. Il y a de très grandes chances, au vu comment Biden est, sa situation. Voilà. Donald Trump a beaucoup la cote, hein, contrairement à ce que les médias voudraient faire croire. Mais voilà, partout où il passe, il y a une foule de personnes
et il est donné favori, même gagnant dans les sondages. Et donc, si Trump gagnerait, la victoire de Donald Trump en 2024 propulserait Bitcoin à une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, alors que l'approche réglementaire hostile de la SEC serait démantelée. C'est les notes de recherche de Van Eck. Donc, d'après Van Eck, qui est un fonds d'investissement ou un groupe qui analyse par rapport à, voilà, aux élections, tout ça, la victoire de Donald Trump serait très positive pour Bitcoin. Et moi, je pense aussi que oui. Après, Trump, il est très dur. Hein, et lui, son devoir, c'est de protéger les États-Unis et donc le dollar. Donc lui, il va favoriser le dollar. Mais bon, c'est pas aussi une personne très hostile aussi. Il est pour l'innovation. C'est un multimilliardaire. Hein, il a le sens du business. Et il a lancé une collection NFT, tout ça. Il sait que la cryptographie et la blockchain, c'est le futur. Et peut-être qu'il va essayer d'entraver peut-être le Bitcoin par rapport au dollar, mais il sait que c'est inévitable. Et je ne pense pas que c'est Trump qui va empêcher vraiment l'ascension du Bitcoin, tout ça. Donc, il faudra voir. Maintenant, on a encore des sénatrices, enfin des sénateurs ou des sénatrices, ici en l'occurrence Elizabeth Warren, qui est très hostile hein, encore aux crypto, au Bitcoin. Et elle a déposé un projet de loi visant à sévir contre l'industrie du Bitcoin et des crypto-monnaies et à l'amener à une plus grande conformité. Donc, cette personne-là cherche à casser et voilà, à être stricte envers les cryptos. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose. Plus il y a de la réglementation, de la régulation, et plus les institutions et les États vont entrer sur le marché. Parce que comme c'est le Far West, les gros fonds n'entrent pas encore. Donc, tant qu'ils sévissent, ils peuvent sévir s'ils veulent et trouver une conformité. Comme ça, ça aidera à l'adoption massive. Donc là, elle est assez dure. Vous avez le document ici qui classe, voilà, qui note de ça. Donc la sénatrice américaine qui parle de voilà d'une grosse répression, on va dire, contre la crypto pour avoir le contrôle total en fait sur la cryptographie. Donc après, voilà, elle a déposé un projet de loi, mais vous verrez que c'est jamais validé quand c'est elle. Donc là, ici, on a la sénatrice, donc Elizabeth Warren, qui affirme que la Corée du Nord aussi utilise Bitcoin et la crypto pour financer la moitié de son programme d'armes nucléaires. Donc vous voyez que apparemment, les Nord-Coréens se financent à travers la cryptographie. C'est pour ça qu'elle demande un plus grand contrôle. Ça, c'est pour protéger les États-Unis, en gros. Parce que les États-Unis ont le contrôle sur le monde grâce au dollar, grâce à tout ce qu'ils ont mis en place. Et les cryptos et surtout le Bitcoin, c'est hors de leur juridiction. Personne ne peut contrôler le Bitcoin. C'est immuable, décentralisé, tout ça. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils peuvent en accumuler, tout ça. Ils n'ont pas vraiment le pouvoir. Et les autres États ont les mêmes, sont au même niveau par rapport aux cryptos. Et ça, la crypto n'appartient à personne. Et donc, c'est pour ça qu'elle demande à encadrer tout ça. Vous voyez ? Maintenant, son projet de loi, il faut savoir que, fait amusant, Elizabeth Warren a déposé plus de 30 projets de loi en 7 ans. Et 0 sont passés. Donc, il n'y a aucun... en 7 ans, elle a déposé plus de 30 projets de loi. Aucun n'a été accepté ou validé ou est passé. Donc là, elle dépose encore un projet de loi. Si on continue, si on suit la logique, ça ne devrait pas passer non plus. Donc ça, voilà. Elle parle peut-être pour rien, mais c'est quand même à noter parce que ça fait le tour des actualités. Et donc voilà. Le reste des actualités, on a les premières obligations Bitcoin au monde qui ont reçu l'approbation réglementaire de la Commission des actifs numériques au Salvador. Donc les premières émissions de ces fameux Volcano Bonds auront lieu au cours du premier trimestre 2024. Donc on va avoir des bons du Bitcoin, des obligations made in Bitcoin apparemment, minées par les volcans Salvador. Donc ça c'est assez incroyable. Donc voilà, pour rappel, ces obligations avaient été annoncées en 2021 par le président Nayib Bukele, avec l'objectif de lever 1 milliard de dollars par ce biais. Donc ils veulent miner, ils veulent produire et lever des obligations de Bitcoin. Bon, en tout cas, c'est assez incroyable. Et donc le Salvador qui est à fond. Hein. Donc le Volcano Bond vient de recevoir l'approbation réglementaire de la Commission des actifs numériques du Salvador, le CNAD. L'obligation sera émise au cours du premier trimestre 2024. Donc l'obligation est destinée à rembourser la dette souveraine et à financer la construction de Bitcoin City. Elle sera émise sur Bitfinex. Voilà. Donc, ils vont utiliser l'exchange Bitfinex pour ça. Et n'oubliez pas que Salvador veut construire le Bitcoin City, la ville dédiée au Bitcoin, où tout sera payé en Bitcoin, tout ça. Donc, on a hâte de voir ça. Les obligations sont prévues pour durer 10 ans et verser un rendement annuel de 6,5% aux détenteurs. Donc ça, c'est vraiment très bonne chose pour, en tout cas, les Salvadoriens, là. C'est vraiment pas mal. Pas mal du tout.
Ensuite, bah, les altcoins, hein, Ethereum qui est en passe de casser un triangle et d'aller bien plus haut. Donc vous le voyez ici. On attend de la hausse et c'est peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'heure des altcoins, dont Ethereum. Donc je le sens plus pour les altcoins en ce moment, c'est vrai, que pour Bitcoin. Donc surveillez ça, ça pourrait péter là, bientôt là. Donc faut voir ça. Le réseau Ethereum, il faut le savoir, qui devient de plus en plus décentralisé. Le nombre de validateurs actifs montre une augmentation impressionnante en 2023. Donc le réseau devient de plus en plus décentralisé. Hein. Et bien sûr, il faudra compter sur Ethereum, hein, dans le prochain bull run et la prochaine adoption en masse des cryptos. Ethereum est la plateforme numéro 1 des smart contracts. C'est l'Internet 3, on va dire. Tout va passer certainement par Ethereum. Aujourd'hui, il y a Solana qui a le vent en poupe. Et c'est sur Ethereum et c'est Layer 2 que la majorité des grosses choses, des obligations, des choses devraient se passer. La Real World Asset, la plupart des gros projets sont sur Ethereum. Même les plus gros projets de lending, de borrowing, voilà, AAV, Uniswap, les plus gros projets, les plus gros portefeuilles, Metamask, tout ça, sont avec l'écosystème Ethereum. Vous voyez? Donc, faut pas oublier Ethereum, même si on ne le voit pas trop performer. C'est Ethereum, hein, la deuxième crypto du marché, et qui devrait amener, hein, l'adoption de masse sur la cryptographie. Donc voilà. D'ailleurs, une des Layer 2 d'Ethereum, la plus célèbre, Polygon Matic. Donc Layer 2, c'est un réseau de seconde couche qui vient se baser sur Ethereum pour désengorger Ethereum. Parce que le réseau Ethereum est lent, avec beaucoup de frais et très lent. Et en fait, Polygon, la mission de Polygon, c'est de désengorger le réseau et d'apporter de la vitesse au réseau. C'est comme une deuxième couche sur le réseau Ethereum. Et donc ça, je m'adresse à ceux qui ne comprennent pas trop grand-chose à la crypto, en vulgarisant rapidement. Et le réseau Polygon vient de nouer un partenariat historique avec la FIFA et va lancer des collections de NFT. Donc la FIFA engage les fans en chaîne avant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en Arabie Saoudite 2023. Donc FIFA collabore avec Modex Tech pour diriger la mise en œuvre stratégique de FIFA Plus Collect en ajoutant des collections numériques sur le réseau Polygon. Vous voyez ? La première collection numérique de la collaboration mise à disposition via OpenSea. Donc ça passera par OpenSea, la très célèbre plateforme NFT. Voilà, c'est là et sur cette plateforme que vous pouvez marchander les NFT, tout ça. Et ça sera via le réseau Polygon. Parce que vous pouvez retrouver OpenSea aussi sur Ethereum. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur Ethereum, ce sera beaucoup plus cher et les transactions seront beaucoup plus lentes. Donc là, ils font ça avec Polygon Matic. Donc là, c'est un énorme partenariat là avec la FIFA. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et maintenant, les dernières nouvelles. Donc, la haute cour du Monténégro a prolongé la détention de Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, de 2 mois jusqu'au 15 février. À la demande des États-Unis et la Corée du Sud. Donc, Bloomberg signale que le ministre de la Justice du Monténégro décidera alors vers quel pays l'extrader. Donc, il était en partance aux dernières nouvelles pour les États-Unis, mais apparemment, ils vont prolonger sa détention au Monténégro. Et son sort n'est pas encore défini. Est-ce qu'il va être extradé ensuite vers les États-Unis pour son jugement, vers la Corée du Sud? Après, Do Kwon, comme je le rappelle, tout le monde l'accuse et ça y est, il est catégorisé déjà comme un fraudeur exceptionnel qui a fait voilà, beaucoup de mal, tout ça. Moi, j'attends les preuves pour Do Kwon. Parce que pour moi, ces Américains qui ont fait couler le projet Terra, à ce jour, il n'y a vraiment aucune preuve qui accuse réellement directement. Mais il est déjà considéré comme un criminel, tout ça. Donc voilà, pas de souci. Mais j'attends les résultats de la justice, tout ça, avant, quand même. Donc on verra par rapport à lui. Donc voilà. Ensuite, la Croix-Rouge qui se lance dans le métaverse avec The Sandbox. Donc ce projet combine l'engagement virtuel avec les efforts humanitaires, reflétant l'adaptation et l'organisation aux tendances technologiques modernes. Donc voilà, The Sandbox, le projet 2D pour le métaverse, qui ressemble à Minecraft, Roblox, tout ça, qui va pour moi connaître un énorme succès. Hein. Moi, Roblox, ça va être l'un des plus gros métaverses de demain. Et donc là, The Sandbox, qui je le rappelle, est un projet français, bah, logiquement, nous, un partenariat avec la Croix-Rouge française, hein, qui est français aussi. Et donc voilà, c'est une bonne chose pour ce métaverse. Et moi, je vois beaucoup de succès, hein, dans le futur pour Sandbox. Je suis moins optimiste pour Decentraland, parce que c'est moins réaliste, Decentraland. Mais pour The Sandbox, univers 2D pixelisé, ça a toujours marché et je pense que ça marchera toujours. Donc voilà, dernière actualité, la startup française, encore une startup française, encore un projet français, Mistral IA, clôture un cycle de financement à près de 385 millions d'euros.
Donc Mistral IA, ça vient concurrencer OpenIA. Donc là, c'est tout ce qui va être les entraînements de langage, les langages conversationnels, tout ça. Donc c'est pas mal. C'est l'équivalent, mais sur la blockchain, apparemment. Et donc là, ils ont levé des gros fonds. Hein. Et comme par hasard, les plus gros fonds sont là. Anderson, Horowitz, tout ça. Donc voilà. Ils ont levé près de 113 millions de dollars en juin. Et c'est déjà valorisé à près de 2 milliards de dollars. Donc ça fait un paquet d'argent pour, voilà, pour se développer, tout ça. Donc on verra. Donc voilà pour cette vidéo, j'en ai fini. On va aller voir le top des tendances et je vous laisse là. Donc voilà, hein, c'est l'écosystème Solana qui est en top des tendances. Bonk, le même coin de Solana que de l'écosystème Solana et Solana numéro 3. Donc voilà, hein, ça n'a pas trop bougé. Vous avez toujours Bitcoin, Celestia. Donc je recommande hein, toujours de scruter les tendances crypto pour savoir qu'est-ce qui est dans la tendance et qu'est-ce qui hype le plus. Donc voilà, on en reste là. On se retrouve pour d'autres actualités hein, dès demain. Et très important, le discours de la fête. Donc si je suis là demain soir, je couvrirai le discours en direct. Donc il y a des chances que je le couvre. Mais voilà, après, comme je vous l'ai dit, on s'attend déjà à un discours ferme de Powell et des taux qui seront maintenus. Donc si c'est ça, voilà, c'est pas obligatoire de couvrir ça. Donc on verra comment les marchés réagiront. On verra en tout cas. Allez, force à nous, hein. À plus.